Bonjour tout le monde, bonjour Karima. Salut! Bon jeu de... Je le fais. Oh non, bon non! jeu de redis. Non, ça, fais pas là. ça. Fais pas ça. Non. Le jeu de redis, quand même. Mais c'est une belle invention de mots. Mais t'embarques-tu là-dedans, toi, le jeu de redis? Mais ça veut dire quoi exactement? C'est-tu parce que c'est vendredi, fait que les gens font le party comme le vendredi, c'est ça? C'est plus ça. C'est ça? T'étires le week-end, t'étires la vie, la fête. On travaille le lendemain, mais c'est vendredi. Fait que, pourquoi pas, le petit 5 à 7. Non, mais en fait, jeu de redis, à la limite, c'est drôle, mais c'est le vendredi. Ah oui, celui-là. Ça, là, le vendredi, je suis pas sûre, là. J'ai jamais... Écoute, moi, je suis pas entouré de gens qui disent ça. Je dois être chanceux. Je dois avoir fait le tri d'une façon ou d'une autre. J'ai pas ça dans ma vie, vendredi. Ouais. Là, on va parler d'absentéisme aujourd'hui. Ouais. Parce que l'été, c'est comme censé être la période dans l'année où les gens sont les plus festifs, sont plus heureux, c'est l'été. Là, on prend des vacances, puis quand on n'est pas en vacances, ben, c'est un peu les vacances dans certains milieux de travail parce qu'il y a beaucoup de gens en vacances, fait que la tension baisse. Mais il y a pourtant beaucoup d'absentéisme. On va en parler dans quelques minutes parce que dans la fonction publique, c'est devenu un fléau. Puis toi, au début de la semaine, tu me disais, il y a de la dépression estivale, ça existe, Rémi. Moi, je suis comme pas convaincu de ça. C'est un vrai phénomène. Est-ce que c'est un vrai phénomène ou est-ce qu'on trouve des mots pour des affaires, des fois, qui existent à peine? Donc, il y a quelqu'un qui se revendique de quelque chose, puis on lui trouve un mot à ce phénomène-là, mais est-ce que c'est vraiment un phénomène? Oui, bien, je lisais ça, évidemment, dans ces fameuses lectures. Il y avait sur le site Doctissimo, un site français où on parlait de ça, en fait. On parlait de cette dépression estivale. Et c'est marqué, en fait, apparemment, ça peut affecter le sommeil. Même la lumière, c'est l'inverse. Là. Donc, on sait que tu as la dépression saisonnière, l'hiver, quand les journées raccourcissent, ça affecte aussi le sommeil, on est plus fatigué. Mais là, certaines personnes, ça les empêche de dormir. Donc là, tu as des problèmes de sommeil parce que tu dors moins. Ça peut générer de l'anxiété aussi. Donc, à ce moment-là, peut-être le décalage entre le fait que, tu mentionnais, on est supposé être heureux. Ça va bien, n'est-ce pas? Il fait beau, le gros soleil, mais toi, si tu vis pas ça dans ta vie, puis ça va pas si bien que ça non plus, ce décalage-là entre le fait qu'on est supposé être heureux, joyeux, plein d'énergie, ça peut affecter quand même la santé mentale. Mais sur l'aspect, là, je te dirais, biologique, on parlait des troubles du sommeil, de l'anxiété, de l'irritabilité inhabituelle, perte d'appétit, fatigue importante, baisse de motivation, une perte d'intérêt pour les activités qu'on aime faire habituellement et ce fameux sentiment de tristesse, de vide. Et on connaît pas, nous dit-on encore, tous les mécanismes là, qui pourraient être en cause de ça. Mais je te disais, la forte luminosité en été, ça peut perturber tes rythmes biologiques, tes rythmes circadiens, affecter donc tout ton sommeil. Et ça, évidemment, ça a un impact. Le sommeil, on le sait, là, si t'es pas bien, ça a toutes sortes d'impacts sur ton corps. Mais c'est une vraie affaire en passant. Là. Ça, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont dans cette situation-là. C'est que tu habites donc chez vous, appartement ou maison, puis dans ta chambre, le soleil rentre très tôt le matin, mais tu n'as pas envie de fermer la fenêtre puis de mettre la clim parce que c'est quand même un air, tu sais, c'est pas un air qui circule bien. Donc, tu ouvres la fenêtre, puis là, tu fermes ton rideau, puis là, tu te rends compte que l'air rentre pas bien. Fait que tu te dis, je vais ouvrir le rideau parce que quand tu te couches, il fait noir. Puis là, dès le matin, ça rentre dans ta face comme ça, puis ça te réveille peut-être plus tôt que prévu. Le soleil, il est debout, là, je vous dirais qu'il commence à être dérangeant entre 5h et 5h30 ces temps-ci. Oui, non, complètement. Donc, c'est pas tout le monde qui se lève à cette heure-là, 5h, 5h30. Là, la majorité du monde se lève pas entre 5h et 5h30. Donc, tu as quand même le soleil qui rentre dans ta face. Tu t'es couché un peu plus tard parce que c'est l'été, 5 à 7 qui s'est étiré. En fait, honnêtement, ta nuit a été courte. Là. Mais c'est ça. Nous, on est chanceux, on se lève tôt parce qu'on vient travailler tôt, tout ça. Mais tu as raison de dire si ça ne suit pas le soir puis que tu n'arrives pas à t'endormir puis ton rythme circadien accumule ça avec la chaleur, ça peut avoir un impact. Et d'ailleurs, on en mentionnait aussi sur ça, là, sur le fait que ça peut avoir un impact, les fortes chaleurs. Et juste, la canicule en France, là, ça a duré tellement longtemps. Il y en a eu plusieurs en plus cette année, très tôt. Moi, je l'ai vécu quelques jours. Tu habites dans des appartements qui ne sont pas climatisés. 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits. À un moment donné, quand ça fait 10 jours, ton appartement est comme en haut de 30 degrés la nuit, ton corps ne réussit pas à se
pas se refroidir, là, mais se rafraîchir un peu. Là. Rafraîchir. Bon, tu me diras que c'est quand même épisodique, mais bref, le cumul de tout ça, tu sais, ça peut avoir une influence. Et les facteurs vraiment psychologiques aussi. Tu sais, Rémi, c'est un peu ce qu'on disait tantôt, là, c'est-à-dire que t'as-tu remarqué que c'est une période, c'est tellement court que tu as l'impression des fois que tu dois performer, même tes vacances. Ouais, OK. Là, ça, par contre, là... Non. Oui, je sais que ça existe. Puis je sais qu'il y a des gens tout à fait sensés, sains d'esprit qui se mettent de la pression pour leurs vacances, mais ça, c'est un problème. Maudit que c'est un problème de riches. Je parle pas de riches financièrement, je parle de riches. On est une civilisation qui est capable de se permettre d'avoir ce genre de pression-là. On est rendu là, en 2020. Non, ben moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec toi. Cette pression-là. Non, au contraire, parce que, regarde, moi, je trouve que si tu as 1 semaine, 2 semaines de vacances, si tu as travaillé toute l'année, là, c'est ta semaine. En fait, la pression, c'est pas nécessairement que tu as envie d'aller escalader le Kilimandjaro, mais ta pression, c'est peut-être juste, tu vas te dire, hey, j'espère qu'il va faire beau. Fait que là, imagine ta semaine de vacances, là, il pleut, là. T'sais, donc, cette pression-là que tu t'es mis, l'attente que tu avais en disant, je vais passer la plus belle semaine, je vais me reposer, puis là, tout tombe à l'eau, c'est le cas de le dire. Il y a de quoi être un peu déprimé. Ah oui, tout à fait. Je suis touché au cœur. Non, mais attends une minute. Tu te rappelles-tu quand on finissait pas notre assiette, puis qu'on était petits, puis que nos parents nous disaient, tu sais, en Afrique, ils en ont pas de nourriture dans leur assiette. Moi, je trouve que c'est la même affaire que je devrais te répondre. C'est les problèmes des autres et des autres dans d'autres pays, c'est pas ça pantoute. C'est pas de se dire, je vais-tu être capable d'avoir 2 bonnes semaines de vacances. Mais non, écoute, sincèrement, non, mais attends une minute, là. C'est de la pression et je sais qu'elle existe et je m'en mets moi-même, mais je considère pas que c'est un problème qui mérite, je sais pas, le mot dépression, par exemple. Non, mais là... Non, j'allais dire quand même, là, regarde, là, tu dis, c'est pas parce qu'il y a des personnes à l'autre bout de la planète qui ont des problèmes que nous, finalement, tout ne compte pas, puis notre réalité n'est pas importante. Ce problème-là, disons que... Ben, recharger tes batteries, excuse-moi, je te dis pas là, que c'est un problème de faim dans le monde, là, OK, là, je suis capable de faire la gradation, là, pas plus folle qu'un autre, mais c'est quand même notre réalité, puis c'est bien tout ce qu'on a. Oui. C'est notre vie, c'est notre réalité. Puis mon point, c'est que si tu as travaillé toute l'année, puis on est dans un système, justement, un système de performance, de capitalisme performant, il faut performer tout le temps. Ben oui, je te dis pas que c'est une bonne idée de vouloir performer ses vacances, mais cette idée de te dire, je vais me reposer, c'est la meilleure façon de pas te reposer, là. T'as-tu des mouchoirs, toi? Quelque chose pour que je braille le sort de ceux qui se mettent cette pression-là? Non, mais c'est parce que, écoutez bien, là, en plus, cette pression-là, on sait pourquoi elle existe. C'est essentiellement les réseaux sociaux. C'est parce que tu vois le monde qui mettent des photos de leur belle journée, puis ils mettent jamais la photo de leur journée plate, de leur semaine peut-être plate, parce qu'on a tous des semaines plates dans la vie. T'sais, on le sait en plus pourquoi on se la met, cette pression-là. C'est un petit peu pour ça aussi que je la prends pas très au sérieux. C'est-à-dire que si c'était une pression insidieuse qu'on ne pouvait pas contourner, qu'on ne pouvait pas comprendre, tout le monde sait pourquoi on se met de la pression. C'est parce qu'on regarde, on croit que les gens, quand ils mettent des affaires sur Internet, c'est les affaires qui leur arrivent pour de vrai essentiellement et toujours. Donc toi, tu penses que c'est parce qu'on veut flasher? Bien, bien sûr que c'est pour ça qu'on fait ça. En fait, donc, des fois, la pression, on veut juste flasher. Non, mais on met même des photos de nos belles journées parce qu'on n'est pas trop sûr que la journée était si belle que ça, puis on la met là pour qu'on se fasse dire, maudit que t'es chanceux. Mais là, dans quel monde tu vis dans ta tête? Peut-être pour ça. J'anime une émission de radio, puis je vis dans ma tête. Non, mais tu sais... je t'entends. T'as raison que des fois, on le sait que c'est pas réel. Non, mais on le sait que c'est pas toujours réel, c'est-à-dire que ça représente une partie de la réalité. Mais en même temps, c'est que t'as envie d'immortaliser quelque chose, peut-être un moment qui était beau. Il y a ça aussi. C'est vrai. Pourquoi je comprends que c'est aussi la mode. Tu le vois aussi sur les réseaux sociaux. Là, on veut montrer aussi que je me suis réveillée ce matin, puis je suis en pyjama. Puis, ça existe aussi maintenant là, sur les réseaux sociaux où on veut montrer que... Mais ça aussi, il y a une mise en scène. Moi, je pense qu'il y a une mise en scène de tout à un moment donné. Donc, tu peux décider de mettre en scène la banalité du quotidien. Tu peux décider de mettre en scène la beauté du quotidien, l'extraordinaire du quotidien. Tout est une mise en scène. Tout est une mise en scène, puis sachant que c'est une mise en scène, on devrait savoir que les gens font parfois quelque chose comme une mise en scène. Tiens, c'est dit. Non, mais c'est dit, mais c'est exactement ça. T'sais. Mais revenons à l'absentéisme quand même, parce que c'est un vrai problème. Ça coûte très cher à l'État. Oui, on parle de 250 millions de dollars que ça a coûté à l'État.
juste pour l'exercice financier de 2025-2026. Pour la fonction publique. Pour la fonction publique, évidemment. Donc, l'absentéisme dans la fonction publique québécoise, notamment à la CNESST. Donc, ça, c'est quand même assez particulier. Là. À la CNESST, on a beaucoup d'employés qui partent en invalidité. Je rappelle quand même que c'est à la CNESST qu'on gère les invalidités aussi des travailleurs dans tous les secteurs. On va en parler avec Guillaume Bouvrette, qui est président du syndicat des professionnels du gouvernement du Québec. Il est avec nous. Bonjour. Bonjour à vous deux. Là, on a des chiffres, là. C'est 6,37 % le pourcentage d'absentéisme dans la fonction publique québécoise. Le secrétariat du Conseil du Trésor a dit être préoccupé par ça. On a dit c'est 250 millions de dollars que ça a coûté pour l'exercice financier 2025-2026. On va commencer par le commencement. De l'absentéisme, là, quand on dit un employé fait de l'absentéisme, c'est parce qu'il s'est absenté une fois? Ça part à quel seuil, là? En fait, là, j'ai pas la donnée ventilée, là, puis vous m'excuserez de ça, là, mais en ressources humaines, lorsqu'on parle de taux d'absentéisme, c'est un calcul qui est vraiment brut. Là. Le nombre de jours d'absence versus le nombre de jours qu'il a de travailler. C'est un simple ratio qui est fait. Ce qui serait intéressant d'obtenir comme données de la part du Conseil du Trésor, donc ce sont les détails de ça, parce que le chiffre est inquiétant, est alarmant et est en augmentation. Mais ce qu'il faut voir derrière ça, quelles sont ces absences-là? Est-ce que ce sont des invalidités de courte, de longue durée qui sont en augmentation et quelles sont les causes derrière ça? Mm-hmm. Et OK, mais déjà, on va regarder parce que j'imagine que vous avez une petite idée, là. Les employés, quand ils quittent, en général, c'est pour quelles raisons? Ben, je peux aller plus loin là-dessus. Nous, on a quand même des statistiques là, du côté des assurances invalidité et de la prise de médicaments. Là, comme syndicat, on est le preneur du régime d'assurance collective. Alors, ce qu'on peut vous dire, c'est que ce qui est le plus présent, ce sont les invalidités de nature psychologique. Donc, tout ce qui est lié à la santé mentale, c'est le mal du siècle et c'est en constante augmentation. Et derrière ça, ce qu'il faut identifier, ce sont les causes. Et les causes, elles sont multiples. Là. C'est un sujet qui est complexe, mais on peut pas ignorer que depuis 1 an et demi, il y a eu un gel d'embauche important dans la fonction publique québécoise. De notre côté, là, chez les professionnels, ça se traduit par 1800 personnes de moins. Ça, c'est 1800 employés experts sur le terrain pour faire le travail, pour offrir des services à la population. Et ce que ça crée, cette surcharge de travail-là, ben, c'est une pression indue sur les gens qui restent. Et donc, on a une roue qui tourne finalement. Donc, l'absentéisme qui génère d'autres absences parce qu'on ne prend pas ça au sérieux, on ne prend pas les choses en main. Et derrière ça, je termine peut-être en vous disant que pointer les employés du doigt, c'est pas la solution. Il faut évidemment poser des questions au niveau des décisions de gestion qui sont prises. Lorsqu'il y a des données de gestion de ce type-là qui sont aussi inquiétantes, c'est au niveau de l'employeur à prendre des décisions qui vont corriger le tir. Et présentement, du côté du Conseil du Trésor, on ne sent pas qu'on prend cette responsabilité-là au sérieux. À la fin, ce sont les services à la population québécoise qui est là. Là, vous dites qu'il y a 1800 employés de moins. D'ici 2027, je pense que c'est 3000 employés qu'on veut soustraire à la masse d'employés déjà dans la fonction publique québécoise. Je ne suis pas trop sûr de comprendre le lien, par contre, que vous faites là. Il y a des gens qu'on n'embauche pas, puis donc les gens qui se ramassent, eux, avec leur poste, c'est quoi? Ils ont plus de travail, donc ils sont débordés. C'est ça le lien que vous faites? Oui, et il y a plusieurs exemples comme ça. Soit on n'a pas remplacé des départs à la retraite, des démissions. On a également mis fin à des contrats dits d'occasionnels, là, essentiellement là, des jeunes de la relève dans la fonction publique québécoise au cours de la dernière année. On a mis fin à leurs contrats ou on les a simplement pas renouvelés lorsqu'ils sont venus à échéance. Je vous donne un exemple concret là, qui nous a été rapporté parce qu'on en reçoit des témoignages par dizaines. Une personne, ils étaient 5 dans son équipe de travail. La personne est maintenant seule. Et on lui dit qu'il n'y aura pas de remplacement, qu'on ne va pas pourvoir ces postes-là. Qu'est-ce que vous feriez à sa place? Parce qu'on a les mêmes attentes, on a des délais qui explosent dans les services à la population, il y a une impossibilité mathématique de faire plus avec moins. Alors, soit cette personne-là va s'épuiser et va être en invalidité, ou va regarder ailleurs pour offrir ses services, pour simplement sauver sa peau. Alors, des exemples comme ça, il y en a par dizaines, M. Villemur, c'est particulièrement inquiétant parce que ce qu'on cherche, oui, des services publics au meilleur coût, mais des services publics efficaces et performants au service de la population québécoise. Et présentement, on prend des décisions qui sont des économies de bout de chandelle. Là. On réduit des effectifs, mais de l'autre côté, on ne sabre pas dans la sous-traitance à outrance. Et il y a des impacts partout.
ce sont les délais qui explosent. Il y a des bris de service dans les services publics et pourtant, il n'y a rien qui est fait du côté du gouvernement pour corriger le tir. Bien, c'est ça. Et on voit qu'on est engagé quand même. C'est souvent des discussions qu'on peut avoir dans l'espace public au cours des derniers mois particulièrement, des dernières années, en disant, OK, mais dans la fonction publique, est-ce qu'elle est trop lourde? Est-ce qu'il y a trop de bureaucratie? Il faut peut-être couper des postes. On voit que les finances publiques, il faut quand même être vigilant là-dessus. Donc, ça a un impact. Et c'est quand même, quand on regarde quand même les chiffres, là, c'est quand même incroyable. On parle d'une hausse de 44% entre 2023, là, cette année-là, à 2025-2026. Donc, c'est quand même en 3 ans une hausse de 44% des coûts pour l'État. On est passé de 173 millions à 250 millions. Donc, tout ça a un coût. Comment vous expliquez cette ampleur-là quand même en 3 ans? Il me semble que c'est énorme, là. C'est effectivement énorme et c'est pour ça qu'il faut s'en préoccuper. Ce qu'on met de l'avant, nous, c'est que dans la gestion des finances publiques, on aurait avantage à investir davantage en termes de prévention. Donc, la prévention des absences, la prévention des risques psychosociaux, et ces risques-là, pour en nommer quelques-uns, ce sont des espaces de travail mal aménagés, ce sont la surcharge de travail, ce sont les postes non remplacés au sein des équipes. Il faut investir en prévention parce que c'est payant de le faire. Ce serait se cacher la tête dans le sable de pas penser qu'il y a des coûts à la fin. Vous les avez nommés, puis ces statistiques-là, elles sont inquiétantes. Je vous donne peut-être un exemple en lien avec votre ouverture concernant spécifiquement la CNESST qui, elle aussi, dans ses rapports de gestion, a vu une augmentation de l'absentéisme chez son personnel. Et l'ironie de la chose, parce que dans leur réponse, on dit on va atteindre les cibles d'effectifs, mais ce qu'on met de l'avant également, c'est que la CNESST, c'est un organisme qui est financé par les cotisations des employeurs. Alors, on leur a imposé des réductions d'effectifs pour atteindre les cibles gouvernementales et finalement bien paraître du côté du gouvernement en disant qu'on a réduit la taille de l'État. Mais la vraie question, c'est quel a été l'impact sur les services. L'impact actuellement à la CNESST, ce sont des accidentés du travail où c'est plus long. Prendre leur dossier en charge, ce qui mène à une hausse de coûts pour les employeurs. On a annoncé récemment une hausse des taux de cotisation pour les employeurs. Et derrière ça, personne gagne, ni les travailleurs, ni les employeurs. Mais même au niveau des finances publiques, la CNESST, ce n'est pas financé par les impôts. Ce n'est pas payé par le gouvernement. Et donc, réduire ses effectifs, ça n'a eu aucun impact sur le déficit budgétaire du Québec. On doit se préoccuper de ce déficit-là. Maintenant, faut-il prendre des décisions qui vont réellement avoir un impact là-dessus? Le Conseil du Trésor dit qu'il faut faire attention avec ces données-là, taux d'absentéisme, parce que là-dedans, il y a peut-être l'effet du télétravail. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que ce qui est sous-entendu, c'est il y a des gens qui, parce qu'on leur demande de revenir travailler une journée de plus, ils ont décidé de ne pas venir, eux autres. Là. Ils viennent pas, parce que ça ne fait pas leur affaire. Je suis d'accord sur la première partie qu'il faut être prudent dans l'interprétation des données parce qu'on en manque. Maintenant, la suite va être intéressante et je serais curieux, comme vous devez l'être, d'entendre le Conseil du Trésor là-dessus, c'est-à-dire quel a été l'impact depuis la modification de la politique de travail, un retour accru en présence au bureau. Est-ce que ça aura réglé ce qu'ils avaient identifié comme un effet de fatigue numérique? Nous, on est absolument convaincus que c'est pas le cas. Les gens vont au bureau, travaillent en visioconférence dans des environnements qui sont cacophoniques, à air ouvert, mal adaptés, ergonomiquement, c'est pas la mer à boire. Alors, on pense qu'il y a un effet contraire. Maintenant, de dire que les gens s'absentent davantage, savoir qu'il y a des limites au congé de maladie. Là, en clair, les employés de la fonction publique ont accès à 10 journées de congé maladie par année. Oui, mais vous savez qu'il y a des fonctionnaires qui ont dit, M. Bouvrette, qu'ils étaient prêts à être payés moins, c'est-à-dire à assumer les coûts du télétravail. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas retourner une journée de plus, puis si c'est à leurs frais, ils le feraient, puis ils l'ont annoncé, ça. C'est de l'absentéisme, ça. Ben, en fait, en clair, les gens ont des limites de congés là, qui sont conventionnées, ils peuvent pas les dépenser sans conséquence. Par contre, ce à quoi vous faites peut-être référence, parce que c'est arrivé, il y a une hausse des demandes de réduction de temps de travail. Donc, il y a différents modalités qui existent, là. Puis ça avait été soulevé par la présidente du Conseil du Trésor, mais des gens ont choisi de demander de travailler 4 jours de 8 heures, donc 32 heures par semaine, au lieu de 35 heures par semaine, et de réduire leur salaire. Mais finalement, de réduire leur salaire, pas de gaieté de cœur là, dans une société où le coût du logement, l'inflation sont en constante progression. Les gens ont fait ce choix-là, finalement, pour arriver à se maintenir la tête hors de l'eau. Ce serait difficile de leur en tenir rigueur, parce que je reviens à la base,
les décisions de gestion de ce gouvernement-là ont des impacts négatifs tant sur les finances publiques que sur les services à la population. Et c'est là qu'il faut poser les questions. Mm-hmm. Il y a des réactions aujourd'hui. Donc, il y a Janine de Québec. Elle dit « Détresse psychologique des professionnels de la fonction publique. Comment vous sentiriez-vous si vous aviez des compétences? Si vous faites... Mon Dieu, je viens de perdre le... Faisiez des recommandations. Oui, ça... Pardonnez-moi parce que là... voilà, OK, je l'ai. Faisiez des recommandations et que vos patrons ignorent. Vous n'aviez aucun pouvoir sur les décisions et au final, vous êtes blâmé. » Il y a une culture, en fait, dans la fonction publique qu'il faut travailler. Ben, ce que je peux peut-être commencer à préciser, c'est les professionnels qu'on représente, ce sont des experts de l'État. Ce sont des gens qui ont un diplôme universitaire de premier cycle et plus. Ce sont des scientifiques, des biologistes, des arpenteurs géomètres, des chimistes. Ce sont des comptables, ce sont des analystes en informatique. C'est extrêmement varié. Mais ce sont les experts au cœur des missions principales de l'État. Et ce que j'entends derrière ça, c'est qu'il y a une dévalorisation de leur avis. Parce qu'on a vu dans les dernières années de l'ingérence du politique. Je me rappelle d'un exemple récent de claim Forestier, où on avait recommandé de ne pas l'accorder. Un appel de l'entreprise privée à la direction a fait changer la décision. Alors, de ne pas respecter l'avis des professionnels de l'État, des gens qu'on paie pour ça. On s'est doté d'une fonction publique forte, experte, indépendante au Québec. Il faut continuer à respecter ça parce que ça leur envoie un message qui est démobilisant. Et le dernier volet, quand sur la place publique, nos hauts dirigeants continuent à marteler le message que il y a trop de gens dans la fonction publique qu'il faut couper dans le gras, alors qu'ils ne vont pas sur le terrain, qu'ils ne se posent pas les vraies questions. Est-ce qu'il y a trop de reddition de comptes qui n'est pas lu à haut niveau? Bien sûr. Il y a du travail à faire dans l'allègement administratif. Mais les gens qui travaillent, qui rendent des services à la population, ils sont surchargés et depuis trop longtemps. Oui, mais M. Bourret, ça, c'est votre point de vue, c'est normal. Qui sont des bons à rien, des paresseux, eh bien, c'est effectivement démobilisant. Non, mais c'est normal que vous défendiez vos travailleurs, mais je veux dire, je peux pas croire, moi, qu'on coupe dans la fonction publique juste de même, là, parce que, je sais pas, parce que la montée du populisme, puis les gens cherchent des coupables, il doit y avoir quand même des bonnes raisons de le faire, là. Peut-être que c'est trop de coupes, selon vous, mais je pense qu'il faut se rejoindre au milieu, là. Ça, pour être raisonnable, c'est sûr. Il y a une affaire, puis on va se laisser là-dessus, que je comprends pas, par contre. C'est pas la première fois que je vous reçois en entrevue, puis souvent, vous me parlez de la sous-traitance, puis vous me dites, c'est pas juste des meilleures conditions de salaire qu'on demande quand on part en égo, c'est aussi le fait que la sous-traitance, ça vole nos jobs. Quand vous vous absentez, ben ils font appel, le gouvernement, à de la sous-traitance. C'est logique, ça. Fait que, est-ce que vous n'êtes pas un peu responsable du problème? Mais deux choses, vous avez je vais peut-être préciser sur le premier volet, les coupes qui ont été faites dans la fonction publique, on a coupé les gens qui étaient des contrats occasionnels. On s'est pas posé la question, est-ce que les services étaient essentiels ou autres, est-ce qu'on pouvait réduire certains programmes? Alors, une fois que ça c'est dit, je reviens à votre question sur la sous-traitance. On n'intervient pas, nous, au niveau de la sous-traitance pour sauver nos jobs. C'est pas le cas. C'est une mauvaise utilisation des fonds publics, selon nous, et c'est aussi simple que ça. On a même participé à la commission Galland et on a démontré le chiffre à l'appui que la sous-traitance a augmenté, a doublé finalement en quelques années au sein des services publics. Ce sont des milliards qui sont investis par année et ça coûte même plus cher que la masse salariale des employés de l'État. Alors, c'est pas une question de sauver des jobs, c'est une question d'investir correctement parce qu'au minimum, ça coûte 2 fois plus cher de l'heure. Dans certains cas, on a vu des multiples bien plus importants quand il y a eu des abus. La sous-traitance, ce n'est pas une panacée, ce n'est pas une solution magique et pourtant, on en parle, on en reparle et personne ne semble s'en inquiéter outre mesure qu'on dépense autant en termes de sous-traitance. Et de l'autre côté, je finis peut-être avec la question sur l'absentéisme. Les gens s'absentent pas par gaieté de cœur, les gens qui sont malades le sont réellement. Maintenant, les statistiques sont inquiétantes, on doit en chercher la cause, on doit surtout travailler ensemble, avoir une fonction publique. M. Bouvret, si ça coûte plus cher à l'État, la sous-traitance, ça veut dire que eux autres aussi, vous parlez de gaieté de cœur, ils y font pas appel par gaieté de cœur. Fait que s'ils y font appel, c'est parce qu'il y a de l'absentéisme. Là, ça, vous réussirez pas à me convaincre du contraire, là. Non, je pense qu'ils font appel parce que c'est simplement plus simple et quand on gère des fonds publics, parfois on se déresponsabilise et il faut absolument être attentif à ça. Ouais. C'est moins compliqué de confier des contrats en sous-traitance. Par contre, ça coûte toujours plus cher, ça coûte plus cher à vous et à moi.
Mm-hmm. Puis avez-vous l'impression que le public a une perception négative justement des fonctionnaires, parce que plusieurs vont dire oui, OK, mais nous autres aussi dans le privé, on a de la pression, nous autres aussi, je veux dire, si ça fait pas leur affaire, on peut être mis dehors très rapidement. Eux, ils ont une protection pratiquement à vie, leur emploi est protégé pour toujours, ils ont des fonds de pension, ils ont des journées de maladie. Moi, à mon travail, j'ai pas de journée, je parle pas de moi, là, mais je veux dire des exemples, des gens vont dire moi, je n'ai pas de journée de maladie dans le privé ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez mauvaise presse? Probablement, mais parce que dans le discours public, il y a quand même de la vulgarisation qui doit être faite, mais il faut également qu'il y ait un message de leadership positif qui vienne de la part de nos dirigeants, le gouvernement comme employeur. Vous parlez de conditions de travail, là, des congés de maladie, c'est pas quelque chose d'inhabituel, là. C'est présent dans le secteur privé, comme est de l'assurance invalidité. C'est normal. Et les luttes syndicales vont contribuer, que ce soit dans le secteur privé ou public, à améliorer les conditions de travail. Mais c'est pas la norme partout, là. C'est pas la norme partout non plus dans le privé, là. Tu sais, il y a des endroits dans le privé, ça fonctionne pas du tout comme ça aussi. C'est ça, la différence quand même avec le privé. D'avoir accès à quelques journées de congé maladie par année, que ce soit pour prendre soin des enfants, de nos parents malades, de s'absenter pour aller à un rendez-vous médical. Ça devrait absolument être la norme dans une société qui se respecte comme la nôtre, mais je tiens à toucher un point sur la permanence. Oui, rapidement. Parler. La permanence dans la fonction publique québécoise, là, ce n'est pas une protection contre les mesures disciplinaires, ce n'est pas une protection contre l'improductivité ou le mauvais travail. C'est une fausse croyance et il faut que les gestionnaires également fassent leur travail de ce côté-là. C'est une protection contre l'ingérence du politique, mais ça ne permet pas aux gens de rester assis à ne pas faire leur travail. Ce qu'on met de l'avant, nous, c'est une gestion qui doit être faite bien plus par les résultats plutôt que par l'endroit ou le moment où on en reparlera. Merci beaucoup, Guillaume Bouvrette, président du syndicat des professionnels du gouvernement du Québec. Bonne